Pour moi, la décélération, il y a trois notions que j'appelle l'ESS. L'ESS, c'est pas l'économie sociale et solidaire, même si c'est cher aussi à mon cœur. C'est l'espace, le souffle et le silence. Mais en gros, c'est trois choses qui sont très physiques et très concrètes, qui me permettent d'accéder pour moi au ralentissement et qui se vivent dans le corps et pas dans la tête. Bienvenue dans le bon tempo. Dire non à un monde où l'accélération constante est la norme. À un monde qui se consume et dans lequel nous rêvons de pouvoir souffler un peu. C'est ce dont nous parlons ici. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast. Et pour ce deuxième épisode du Bon Tempo, j'ai le plaisir d'échanger avec Alice Vivian, car je pense qu'elle peut nous faire du bien, si vous vous sentez un peu à plat et que vous avez besoin de recharger les batteries. Alors Alice est arrivée dans ma vie à point nommé par l'intermédiaire d'une amie qui me faisait suivre une de ses newsletters où Alice proposait un Deceleration Camp. Rien que le nom, ça me faisait déjà du bien. Je vais lui laisser la primeur de vous en parler. Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous allons parler d'énergie, mais pas que. Un grand merci Alice d'avoir accepté cette invitation. Donc après 9 ans de conseils en communication, tu t'accordes une année de break pendant laquelle tu parcours le monde à la rencontre de projets sociaux et environnementaux, à la suite de quoi tu te spécialises en innovation sociale et prospective, en rejoignant, de retour en France, l'Institut des futurs souhaitables. Donc une association dont le but est de penser et d'inspirer des nouveaux modèles pour le futur et d'aider tout à chacun à trouver les moyens de construire nos futurs souhaitables. J'ai d'ailleurs, pour la petite histoire, suivi une formation au sein de cette association. Et je peux vous dire que cette expérience a été riche d'apprentissage et de rencontres. Donc petit clin d'œil à mes compagnons de lab que j'embrasse au passage. Donc aujourd'hui Alice, tu es conférencière, conseil en innovation sociale et mieux-être en entreprise, prof de yoga certifié, et tu as fondé en 2018 le concept et la société Mojom, où tu travailles à apporter des outils d'empowerment et de bien-être pour accompagner le changement. Et j'ai aussi envie d'ajouter que tu es maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir justement incarner ce que tu prônes, à savoir la décélération? Je pense qu'il y a une évolution et je pense que tout mon parcours m'a fait amener là où j'en suis aujourd'hui. Et dans ce que tu as raconté de mon parcours, il y a quelque chose qui est toujours en fil rouge, qui a été là et qui est encore, qui est ce besoin d'alignement, en fait, cette recherche de sens, cette volonté ou ce besoin de vivre moi-même la décélération. Et quand je suis partie faire mon tour du monde, j'ai passé 2 mois en Inde. J'en ai profité pour faire un petit tour dans un ashram, pour avoir cette expérience de vie plus spirituelle. Et j'ai découvert vraiment le yoga, c'est-à-dire le yoga traditionnel indien qui a 3000 ans, qui parle de connexion entre le corps et l'esprit, de connexion entre soi et le vivant, de connexion entre soi et l'autre. Et en fait, ça a été pour moi une révélation. C'est peut-être ça qui me manquait. C'est peut-être ça qui a fait que j'étais dans mon hyperactivité, à vouloir faire plein de choses très vite. Et c'est des choses très concrètes qui nous aident à décélérer. Donc le yoga m'aide aujourd'hui. Et puis je crois que c'est aussi accepter que il faut du temps pour transformer des choses, qu'il faut du temps soi-même pour découvrir des choses sur soi, qu'il faut du temps pour prendre conscience, pour mettre en place, ça fait 3 ans que j'accompagne les gens et les organisations dans cette transformation. Et c'est là aussi où j'ai pu expérimenter des techniques, des méthodes, voir à quel point le fait de reconnecter le corps et l'esprit
était un déclic pour les gens. Et donc c'est ça qui m'a confortée dans des intuitions peut-être que j'avais pour en faire vraiment des méthodes à appliquer aujourd'hui. Un de mes dadas aussi, c'est les neurosciences. On a dans les neurosciences l'explication de cette connexion entre le corps et l'esprit, de ce dialogue intérieur qui, moi, me fascine et je pense qu'on est au tout début des découvertes des neurosciences. Tu peux faire beaucoup de choses à partir du moment où tu es aligné. Ça veut dire que tu fais ce qui te tient à cœur avec tes tripes. Ça veut dire que le mental est au service de ta mission aussi. Je pense que l'énergie, tu l'as. En fait, voilà. Et dans des moments où on se désaxe, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas dans le bon métier, qu'on n'est peut-être pas dans le bon environnement, avec les bonnes personnes, qu'on n'est peut-être pas dans notre authenticité. Je crois que c'est là qu'on s'épuise. Et comment en es-tu arrivée à créer Mojam? Ça prend du temps, ça mûrit un peu comme dans la nature. Il y a pas mal de choses qui sédimentent sous la terre et puis tout d'un coup, ça apparaît de façon assez claire. J'ai créé Mojam en 2017. Pendant 5 ans, j'ai accompagné et j'ai partagé l'action d'acteurs du changement. J'ai eu la chance d'être dans cet environnement absolument génial de l'Institut des Futurs Souhaitables où des gens optimistes, positifs, chacun dans leur domaine sont en train de réinventer les modèles, que ce soit l'éducation, l'agriculture, l'entreprise. C'était absolument passionnant d'être plongée dans ce monde de la réinvention. J'ai vraiment adoré ça. Mais il s'est passé quelque chose pendant ces 5 ans, ou en tout cas les 3 dernières années, où je me suis sentie un petit peu en dichotomie, un petit peu découpée en deux, un peu schizophrène, pour la simple raison que la semaine où je travaillais à l'Institut des Futurs Souhaitables à imaginer ce monde de demain, mais j'étais beaucoup dans la tête. Et le week-end, je suis devenue professeure de yoga, puisque ayant découvert le yoga dans mon tour du monde, ça m'a tellement moi transformée que j'ai senti que je devais le transmettre. C'était comme une urgence de partager ce secret avec d'autres. Je suis devenue professeure de yoga et donc le week-end, j'étais sur un tapis à aider les gens à se reconnecter au cœur et au corps. Et tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait une espèce de dichotomie entre ce que je faisais la semaine dans la tête et ce que je faisais le week-end dans le corps. Alors qu'en fait, pour moi, la solution, elle était dans la réunion des deux. Et c'est ça le projet Mojam. En fait, il est né de cette réflexion qui est de dire si on veut changer le monde, si on veut chacun amener sa pierre à l'édifice, il faut que ça commence par, se changer soi-même. Je crois que le changement individuel est nécessaire, la prise de conscience individuelle est nécessaire et la transformation individuelle est nécessaire au changement collectif. On peut avoir tous les outils du monde, si déjà soi-même on ne s'éveille pas, je pense que c'est difficile d'amener le changement. Et la deuxième chose qui m'a motivée à monter Mojam, c'est l'observation pendant ces 5 années à côtoyer, accompagner, animer un réseau d'entrepreneurs sociaux. Il y a à peu près 1 personne sur 2 qui s'épuisait. Et donc ma deuxième réflexion était de dire il faut trouver des moyens pour outiller ces acteurs du changement qui ont des causes justes, qui ont des outils, qui ont des choses fantastiques, mais qui sont en train de s'oublier au service de la cause. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on ne sait pas ralentir. On a du mal justement à être à l'écoute de son corps. Exactement. Quels sont tes conseils pour remplir notre réservoir à énergie? En fait, il y a 3 sujets qui pour moi sont clés pour se préserver. Ces 3 sujets qui forment ce que j'appelle le triangle magique. Il y a d'abord le sujet du temps. C'est pas juste, on va dire, mieux gérer son temps de façon quantitative. Alors bien sûr, il y a des outils de gestion du temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller aider les gens à changer de regard sur le temps, effectivement à décélérer, à sortir d'un rapport au temps qui est quantitatif, où je remplis un planning, où je cours, où j'essaye d'en mettre toujours plus pour être plus efficace et plus performant, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué, d'être dans la performance. Donc pour moi, il y a un vrai sujet
qui cristallise énormément de problématiques aujourd'hui et de souffrances, qui est ce rapport au temps. Très lié à cette question du temps, il y a un deuxième sujet qui est la gestion du stress. Et j'ai été, je vais dire, choquée, même si je m'en doutais un petit peu, de voir à quel point il y avait de la souffrance aujourd'hui dans nos vies, mais notamment dans le monde du travail, à quel point le stress était présent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 1 personne sur 2 qui est stressée et anxieux au travail, 1 personne sur 4, selon les dernières études, qui est en état qu'on appelle d'hyperstress. L'hyperstress, c'est un état dans lequel je mets en danger ma santé physique ou psychologique, qui mène pour beaucoup, on parle de plusieurs millions de personnes en burn-out. Donc gérer le stress, c'est d'abord prendre soin de sa santé. C'est aussi une façon d'être à son plein potentiel. Quelqu'un qui est sous stress n'est pas concentré, n'est pas créatif, n'est pas résilient, n'est pas agile. Tous ces mots qu'on entend dans les entreprises, toutes ces injonctions d'être optimiste, résilient, collaboratif. Mais quelqu'un qui est sous stress, qui est en mauvaise santé, ne pourra pas être dans cet état. Et dans ce triangle, la 3e pierre angulaire, le 3e sujet qui est souvent beaucoup moins adressé, et c'est ton sujet là, c'est la question de la gestion de l'énergie. Le burn-out, c'est bien que la batterie est à 0. C'est même pas que la batterie est à 0, c'est qu'elle est peut-être même à -15. Ça veut dire qu'on a épuisé nos ressources, on a tiré sur les ressources. Donc, il y a un sujet d'éducation, de sensibilisation, de formation à comment je préserve mon énergie dans le temps, comment j'apprends à ne pas perdre d'énergie, comment j'apprends à la fortifier, la démultiplier, parce que oui, ça se démultiplie. Donc tous ces sujets qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas dans le monde de l'entreprise, ils sont essentiels. La clé d'entrée, c'est le corps. Je pense que c'est important de comprendre aussi d'où vient cette méthode. Elle vient de l'observation que j'ai fait dans mes différentes expériences et aussi dans ce que moi-même j'ai vécu dans mon corps et dans mes cellules d'épuisement, parce que j'étais passionnée par la cause et j'avais envie de changer le monde, et comme tout le monde, et je pense que quand on a cette flamme et cette passion, quand on est dans des profils de gens hyperactifs, à potentiel multiple, on se brûle très très facilement. Et moi-même, je suis passée très près à plusieurs moments de ma vie, et je me suis guérie avec des méthodes de yoga, des méthodes qui passaient par le corps. Et si je suis aussi convaincue de ces méthodes aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai traversé ça, et c'est le corps qui m'a sauvée. Je suis vraiment curieuse que tu m'en dises un petit peu plus sur cette notion d'intelligence somatique. Et pas de la pratiquer uniquement le week-end, comme tu le dis. Voilà. Mais vraiment de l'intégrer, en fait, au quotidien. Ouais, de l'intégrer. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tout ça se transforme dans des choses très concrètes à faire au quotidien. C'est intéressant de se plonger 2 minutes dans la théorie des intelligences multiples. Howard Gardner est un des premiers scientifiques américains dans les années 80 à avoir parlé de nos intelligences multiples, en disant que notre société moderne favorisait, formait ou formatait certains types d'intelligence que sont l'intelligence mathématique, logique et linguistique. Pour la faire simple, quand on faisait un test de quotient intellectuel il y a 20 ans, c'est à peu près ce qu'on testait. Quelqu'un était intelligent parce qu'il raisonnait vite, il était bon en maths, ou parce qu'il maniait bien la langue. Pendant des années, on a jugé, testé les gens sur ce type d'intelligence, et on s'est forgé dessus. Ça veut dire que le monde du travail a énormément valorisé ce type d'intelligence. Après, ce que dit Howard Gardner, c'est qu'on a plein d'autres types d'intelligence qui ne sont absolument pas exploités, valorisés, développés, et pourtant qui font partie de nous. Il parle de 7 intelligences, et puis quelques années après, il parle de 9 types d'intelligence. Et dans ces intelligences, il va parler de l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle, qui pour moi est fondamentale, qui rejoint tout ce mouvement d'intelligence émotionnelle.
Intrapersonnel, c'est cette capacité à se comprendre soi, à travailler sur soi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je réagis comme ça? Plus j'apprends à me connaître et plus je suis en capacité de progresser. Et l'interpersonnel, c'est ma relation à l'autre. Donc on est dans une forme d'intelligence émotionnelle. Après, il parle de l'intelligence musicale, par exemple, rythmique, qui est aussi essentielle. Il va parler de l'intelligence aussi spirituelle et de l'intelligence qui est notre lien à la nature, alors qui a été un petit peu plus controversée, mais en tout cas qui est intéressant, qui est dire cette communication, cette connexion à la nature, c'est aussi une forme d'intelligence. Et une autre forme d'intelligence, et c'est celle-là que moi je creuse parce que je trouve qu'elle est absolument pas exploitée, c'est l'intelligence qu'il appelle corporelle ou kinesthésique. Cette forme d'intelligence, on va dire que certaines personnes vont la développer énormément. Je pense aux sportifs, aux danseurs, à des gens qui font, voilà, qui font de leur métier, on va dire, une activité liée vraiment au corps directement. Mais par contre, on n'emploie absolument pas cette intelligence du corps pour tout le reste, et notamment des activités ou des métiers qui aujourd'hui sont dits intellectuels et non manuels, alors qu'en fait, le corps est vraiment une réserve de pouvoir, de ressources et d'énergie. Je pense qu'on n'est qu'au début de cette intelligence du corps et qu'on a encore plein de choses à apprendre dessus. On se rend compte qu'effectivement, on a besoin de décélérer, pour décélérer de manière collective. Tout à fait. Il y a déjà le sujet de, ok, concrètement, comment je décélère? C'est le premier sujet sur lequel je m'attaque et j'essaye de donner des outils. Et puis après, il y a un deuxième sujet, c'est, ok, je décélère, mais le problème, c'est que moi, je suis pas toute seule. Hein, et comment j'embarque les autres dans ce grand projet de décélération? Donc, pour répondre au premier sujet, qui est de dire déjà concrètement comment je décélère, je t'ai parlé des trois clés d'entrée, temps, stress et énergie. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de former les gens, de leur donner des outils qui sont très pragmatiques et très concrets au quotidien. Parce qu'une fois qu'on a dit, bah oui, c'est important de ralentir, ça c'est le constat, bah comment je fais? Je suis d'accord, j'ai envie de ralentir, j'en peux plus, je suis épuisée, mais je fais comment? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, les gens arrivent à avoir des rituels, moi je parle de rituels quotidiens, de reconnexion au corps, où ils peuvent se reconnecter à leurs besoins pour sentir quel est leur niveau d'énergie et mettre en place les bons outils pour pouvoir remonter l'énergie s'il y a besoin, calmer s'il y a besoin de calmer, etc. Ouais. etc. Donc, il y a plusieurs formations que je fais et il y a un projet que tu connais qui s'appelle le Deceleration Camp, un camp de décélération. L'objectif, c'est ça, c'est 4 jours dans la nature, en collectif, en groupe, où on va apprendre à ralentir. Et le mot apprendre, il est essentiel. On apprend ou on réapprend, hein. En tout cas, c'est bien qu'il y a une pédagogie et qu'il y a des outils et qu'il faut expérimenter et après il faut mettre en place. Et dans le Deceleration Camp, on va explorer une première journée notre relation au temps, une deuxième journée notre relation au stress et comment on peut sortir du stress pour se remettre à son plein potentiel. Et puis, il y a une journée sur l'énergie. Et on est connecté à la nature. Et pour moi, c'est important parce que le fait d'être déconnecté de l'écran, d'ailleurs, je dis aux gens, vous ne prenez pas votre ordinateur, il n'y a pas de portable, on fait tout avec des crayons, du papier, de la peinture. Cette déconnexion digitale, cette digital detox, elle est hyper importante pour moi dans ce processus de décélération. Donc, dans le camp, c'est ce qu'on fait. On va apprendre à déconnecter du digital pour se reconnecter à soi, pour après mieux se reconnecter au groupe. Et je vais donner pour chacun de ces sujets, temps, stress, énergie, des outils qui peuvent être des exercices de respiration, des techniques de yoga, des techniques de pleine conscience, de gestion du stress, de cohérence cardiaque, des exercices de mise en énergie par le corps, pour en 3 minutes retrouver l'énergie et refaire circuler l'énergie dans le corps. Donc il y a beaucoup d'exercices qui vont être des choses, encore une fois, dans le corps, faciles, applicables au quotidien en quelques minutes.
parce que je crois qu'il faut que ça soit court et accessible si on veut que Ouais, les c'est gens ça. amènent ça. Sinon, si c'est dire aux gens, alors tous les jours, tu vas devoir Mhm. méditer 3 heures, faire 2 heures de yoga, les gens ne pourront pas le faire. Moi, la première, c'est compliqué. Alors là, dans ce que j'entends, par exemple l'exercice de centrage en 3 minutes, est-ce qu'on pourrait le faire ici et maintenant pour comprendre ce qu'il apporte? Moi, il y a un exercice que j'aime bien qui est un centrage plus, c'est-à-dire que je rajoute une petite visualisation positive. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça peut être devant votre ordinateur, ça peut être debout, ça peut être dans les transports ou dans une queue de supermarché, peu importe. Donc c'est un exercice qui peut vous aider quand il y a une montée de stress, par exemple, quand où j'ai une émotion qui me submerge, je ne sais pas quoi faire avec. Je suis en colère, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc c'est bien pour gérer un stress ou une émotion ou une angoisse. C'est bien quand on est déconcentré, il y a beaucoup de bruit autour de moi, ou j'ai du mal à me concentrer sur un document, ça va focaliser. C'est bien quand j'ai besoin d'aller me recharger en énergie positive. Bah, la meilleure façon de se recharger en énergie positive, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça peut être bien aussi pour ça. Et c'est un exercice que vraiment je vous recommande à faire le matin, en vous levant. C'est une manière d'honorer le corps, je m'y reconnecte et je vais faire ma météo intérieure de tiens, comment je suis aujourd'hui? Tiens, c'est quoi mes besoins, le corps, aujourd'hui? T'as besoin de quoi? T'as envie de calme, t'as envie d'énergie, t'as envie d'activité, t'as envie de silence. C'est une manière d'aller prendre cette habitude tous les jours, d'aller poser la question à votre corps, ce dont il a besoin. Ouais. On y va, on fait ça? J'ai déjà fermé les yeux, je ne sais pas s'il faut fermer les yeux. Je vais vous guider, vous allez voir, c'est très facile. Donc ce qui est important d'abord, c'est d'avoir une posture qui va nous permettre à la fois de détendre, mais d'avoir la poitrine bien ouverte. Donc on décroise les jambes si elles sont croisées. On met les 2 pieds bien à plat sur le sol pour sentir l'ancrage, la terre, notre connexion à la terre. Le bassin, les fessiers sont bien ancrés, posés sur une chaise ou sur un support. La colonne vertébrale est bien droite pour avoir la poitrine ouverte, pour bien respirer. Voilà. On va fermer les yeux et vraiment sentir que le corps va se détendre tout doucement. On redescend bien les épaules, on détend bien les mâchoires, on décrispe les traits du visage. Voilà, on détend la poitrine, le dos, les jambes. Les bras sont bien relâchés, les mains posées sur les cuisses. Donc on est à la fois bien ancré au sol et en même temps étiré vers le ciel. Voilà, dans notre espace, dans cette posture qui nous permet l'ouverture et en même temps la détente. On va amener maintenant, une fois qu'on a cette posture, le souffle. À l'inspiration, on envoie l'air dans la poitrine comme si on voulait ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, faire de l'espace. Et on expire doucement par le nez ou par la bouche, comme vous voulez. On souffle et là on amène la détente. En soufflant, je détends un peu plus les épaules, le visage. Inspiration, je crée de l'espace, le cœur s'ouvre un peu plus. Et à l'expiration, je détends, je relâche. Je laisse le souffle me traverser comme une caresse, comme un massage à l'intérieur. Pour enfin venir me connecter au ventre, dans mon centre d'énergie vitale qui est dans le bas du ventre. Le hara, comme disent les Japonais, c'est cet espace où est votre réserve d'énergie. On s'y connecte, on essaye de sentir peut-être, est-ce qu'il y a des sensations dans le bas du ventre, des mouvements. On met l'attention dans le bas du ventre, comme si on voulait aller écouter les chuchotements du corps. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dites? Mais vraiment ouvrir tous les canaux, être dans le ressenti, ce qu'il y a de là.
de la chaleur, de l'espace? Au contraire, est-ce qu'il y a un petit peu de contraction, de choses un peu tendues? Voilà, qu'est-ce qui est présent là maintenant? Qu'est-ce qui est présent dans le ventre? Qu'est-ce qui est présent dans le cœur? Est-ce que le cœur est fermé, ouvert? Est-ce que je respire amplement ou est-ce que le souffle est un peu coupé? On va observer toutes les sensations sans juger, juste observer. Comme si on avait un petit microscope à l'intérieur du corps, on voulait aller observer chaque cellule, chaque organe. Et après cette petite méditation intérieure, ce petit scan intérieur, toujours les yeux fermés, je vous invite à penser à quelque chose qui vous fait sourire, qui vous fait du bien. Une image, des gens que vous aimez, quelque chose que vous aimez faire. Pensez à quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être un léger sourire sur les lèvres. Pour vous envoyer une dose de bonheur, de bien-être. Et à chaque respiration, vous envoyez ce bien-être dans toutes les cellules du corps. Puis vous allez revenir doucement, prenant une grande inspiration avec la poitrine. On peut réouvrir les yeux, mais tout doucement, on peut s'étirer, peut-être bâiller. Ah, étirez-vous, ça fait du bien, voilà. Faites les mouvements dont le corps a besoin pour revenir en douceur. Et on peut réouvrir les yeux. Voilà pour ce petit exercice de centrage avec une visualisation positive. Donc vous avez vu, c'est court, ça peut être juste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ce qui est important, c'est je me connecte au corps, je suis dans cette posture d'ouverture, il y a la respiration qui va venir amener la détente. J'observe tout ce qui est là. Donc quels sont les besoins du moment? Donc par exemple, si j'ai vu dans ma météo intérieure que c'était un peu agité, donc je vais me mettre dans le calme et je vais réciter 3 fois dans ma tête le mot calme par exemple. Hein? Là, je vous ai fait penser à quelque chose qui était positif, mais on peut aussi très bien réciter 3 fois le mot calme, calme, calme. Et on se met déjà dans une intention qu'on ancre dans le corps pour toute la journée. Ça veut dire que si j'ai répété 3 fois le mot calme dans ma tête, que j'ai respiré avec le mot calme, ça veut dire que toute ma journée, ma manière de parler, ma manière de marcher, ma manière d'être sera dans le calme. C'est une intention que j'ancre dans le corps. Et voilà, ça fait partie des petites techniques qui amènent en fait une transformation très importante. Parce que là, je ne sais pas comment tout le monde va être, mais il suffit des fois de 3 minutes pour que le stress redescende, le calme arrive et qu'on soit dans une présence à soi qui est beaucoup plus forte, mais aussi une présence à l'autre. Ça veut dire qu'après 3 minutes de centrage, si vous rentrez dans une pièce, votre énergie ne sera pas du tout la même. Je fais ça beaucoup avec des managers qui gèrent des équipes et je leur explique que quand ils rentrent dans une pièce de réunion et qu'ils sont stressés, que tout le corps, toute la communication donc non verbale dit colère, mal-être, souffrance, sans s'en rendre compte, les équipes ne sont pas en confiance, les équipes ne sont pas bien, ne sont pas à même d'écouter ce qu'il va dire, écouter le message en fait. La communication non verbale, c'est 70% du message. Quelqu'un qui a pris 2 minutes pour respirer, pour s'ancrer, pour être dans quelque chose de calme, qui a mis l'intention peut-être du moment qu'il veut passer avec les gens, quand il va rentrer dans la salle, l'énergie sera beaucoup plus calme, agréable, communicante, beaucoup plus
beaucoup plus en lien avec ce qu'il a envie d'amener dans le monde. Et c'est pour ça que je dis la transformation du monde, elle passera aussi par la transformation intérieure. Il ne faut vraiment pas négliger l'impact de tous ces petits gestes, de la gestion de son énergie, parce que mon énergie va forcément influencer l'énergie des autres. Donc pour moi, incarner le changement, c'est exactement ce qu'on vient de faire là. Suspendre le temps, c'est ce qu'on vient de faire là. En 3 minutes, on peut suspendre le temps. On suspend le temps parce que je vais vers l'intérieur. Et là, on ne sait pas en fait si j'y passe 1 minute, 10 minutes, 1 heure. Hein. Des fois, quand on fait des méditations, ça dure. On perd la notion du temps chronos, mais on est dans la notion du temps kairos. Ça veut dire qu'on est dans la notion du temps qualité. On est dans la notion du temps juste, connexion, essentielle en fait. Et donc voilà, ça c'est un petit échantillon des outils que je donne, mais c'est pour vous montrer à quel point en fait on n'a pas besoin de faire 3 heures de méditation. Par contre, on a besoin d'un réflexe quotidien de connexion au corps, je pense. Et ça s'apprend. C'est comme la méditation, hein, c'est un muscle qu'on développe. C'est comme l'empathie, c'est comme l'ouverture à l'autre. C'est des choses qu'on apprend en répétant, en répétant, en répétant. Et ça va devenir quelque chose de naturel, en fait, en vous. Ça veut dire que naturellement, vous allez apprendre à savoir ce qu'il y a dans le corps, à savoir de quoi le corps a besoin pour se remettre en énergie, quel type d'énergie il a besoin. Et aussi, ce qui est important dans l'énergie, c'est de savoir où j'en gagne et où j'en perds. Et plus on est connecté à soi, et plus on va sentir, et je dis bien sentir et pas comprendre avec la tête, plus on va sentir avec le corps, là ça va pas, je suis pas dans le bon métier, je suis pas dans le bon environnement, je sens que je perds une énergie folle à faire ça, comment ça se fait? Il y a quelque chose en moi qui me dit, t'es pas dans ton axe, tu n'es pas dans ton alignement, tu n'es pas dans tes valeurs, tu n'es pas dans ta mission de vie. Et quand on n'est pas aligné avec sa mission de vie, on perd une énergie énorme. Je me suis reconnectée, peut-être un peu trop rapidement, là déjà à mon mental, en me disant déjà, premièrement, je veux absolument aller voir tous les outils qu'Alice propose. Et deuxièmement, en me disant, et je voudrais transmettre ça à mes enfants. Oui. Effectivement, je ne suis pas aujourd'hui convaincue de leur communiquer les meilleurs outils pour les préparer au monde de demain. Oui, merci pour la question. C'est un sujet qui pour moi est fondamental, l'éducation. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je fais beaucoup de pédagogie pour les grands. J'accompagne pas mal d'étudiants qui sont en train de vivre avec le Covid quelque chose de très difficile parce que dans 1 an ou dans 2 ans, ils sont sur le monde du travail et que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour eux. Et j'essaye déjà de leur amener ça veut dire au moment où ils font leurs études, de leur expliquer à quel point toutes ces formes d'intelligence sont essentielles, notamment l'intelligence du cœur et du corps, et comment ils peuvent apprendre déjà maintenant à se préserver. Je pense vraiment que cette éducation à ces sujets doit être faite le plus tôt possible. Et je le vois de plus en plus parce que j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi et j'essaye déjà à 2 ans et demi de lui amener ces choses-là. Et je suis très surprise de voir à quel point très rapidement et déjà à cet âge, ils comprennent des choses. Ils sont connectés naturellement au corps, les enfants, et au cœur. Ils sont dans l'émotion pure, donc ils ne sont pas encore enfermés dans le mental, dans le jugement, voilà. Et on peut leur amener très tôt en fait des réflexes pour qu'ils apprennent à écouter l'émotion qui est à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce que je fais de cette émotion de colère, et du coup comment je communique aussi avec mes copains, qu'est-ce que je dis, on peut leur apprendre très tôt l'importance de la respiration, du corps. Moi, ma fille, elle a 2 ans et demi, elle fait du yoga avec moi. Alors à son niveau, le niveau de concentration n'est pas très long, mais elle a intégré que tous les matins, il y avait un petit moment où on se connectait au corps. Alors ça peut être le yoga ou la danse, mais ça y est, il y a quelque chose d'acquis en fait. Et je me dis, si on arrive à l'école très tôt à leur offrir ces moments de respiration, de méditation, de météo intérieure, tiens, qu'est-ce que tu ressens, c'est forcément des outils qui vont les aider dans un monde qui malheureusement pour eux va être vraiment, vraiment compliqué.
et où ils vont avoir besoin de résilience, d'adaptation, d'agilité. Et donc pour ça, pour être agile, souple et résilient, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile si on est dans cette connexion à soi. Je parlais d'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle tout à l'heure. Ça, c'est très important de leur apprendre. Donc, aujourd'hui, il y a certaines écoles qui commencent à amener ça et c'est super. C'est pas encore arrivé à l'éducation nationale mais ça commence. Ils commencent à avoir de l'éveil corporel, de la méditation, des temps calmes. Ils appellent ça peut-être comme ça. Mais Oui. je crois que ce sont vraiment des choses qu'il faut amener le plus tôt possible pour éviter tous les burn-out, les souffrances qui vont être là et surtout pouvoir absorber les crises qui vont arriver. La crise du Covid est une crise qui est forte, mais il y en aura d'autres. Il y a la crise environnementale voilà, il y a les crises sociales, il va y avoir des grandes transformations dans notre société qui va se faire plus ou moins bien selon la personne et sa capacité de résilience en fait. Et c'est cette capacité de résilience, de transformer la crise en une opportunité qui va être, à mon avis, quelque chose d'essentiel à transmettre à nos enfants. Je crois que tout ce qu'on est en train de vivre là a effectivement révélé les failles. À révéler, ça veut dire qu'il y avait peut-être des gens qui les voyaient, qui essayaient de sonner l'alerte depuis un petit moment, mais là, je veux dire révéler de façon vraiment globale et pour le coup mondiale, ça a remis au centre l'humain. L'humain, ça veut dire finalement le sens, c'est quoi de tout ça? Bah déjà peut-être effectivement la santé. Comment nous avons pu dévaloriser autant ce sujet de la santé, puisqu'on s'épuise dans ce qu'on fait. Et puis parce qu'on sous-paye les soignants et des gens qui sont là pour nous maintenir en vie. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interloquée. Je me dis, mais comment on peut valoriser des métiers qui sont des métiers de destruction et sous-valoriser des métiers qui sont des métiers de vie? Moi, ce que je vois, c'est ça, c'est qu'on a revalorisé ce qui est pour moi fondamental, qui est dans l'énergie de vie, qui est la santé et le prendre soin. Je parle beaucoup de philosophie, de pratique du care dans le monde de l'organisation. Le care qui est prendre soin, mais qui est aussi to care about. Ça veut dire je me sens concernée. Et le care, c'est les deux notions qu'il y a en anglais. C'est je me sens concernée par ce qui se passe dans l'environnement, je me sens concernée par ce qui se passe dans le monde. Je sors du déni, je sors de l'individualisme, je me sens concernée par l'autre. Et du care dans le deuxième sens, le sens du prendre soin, qui est, je pense, la stratégie à mener pour les organisations et globalement la stratégie à mener pour la grande organisation qui est notre société, qui est de remettre au centre je prends soin. Et pour prendre soin, il faut commencer par prendre soin de soi pour avoir l'énergie de prendre soin des autres. Il ne suffit pas de dire oui, on prend soin de nous. Il faut que chacun arrive à le faire concrètement. Il faut que les managers arrivent à concrètement prendre soin de leurs équipes, que les directeurs prennent soin. Il faut que nous prenions soin globalement du lien social de l'autre si on ne veut pas sombrer dans le côté obscur de la force, parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se jouer dans ce changement de paradigme. Il y a le côté obscur qui va être la violence, qui va être l'exclusion, qui va être le racisme, et puis il y a le côté et j'espère ça va pencher de ce côté de la balance. Il y a le côté de la lumière où il va y avoir un éveil des consciences. Et j'espère que ça va être aussi un regain de solidarité, de connexion à ce qui est juste, à ce qui est essentiel. Voilà. Prenez soin de vous pour qu'on puisse collectivement prendre soin des autres et de la planète. Quel est le livre ou la personne qui t'inspire, que tu auras envie de partager? Alors là, parce que c'est très actuel en fait, c'est parce que je suis en train de travailler avec cette personne. Juste peut-être conseiller, alors je ne veux même pas dire un livre, j'ai envie de dire tous les livres, de quelqu'un qui s'appelle Satish Kumar.
qui dirige le Schumacher College, dont je te parlais tout à l'heure, qui est en Angleterre, qui est une école, un centre d'apprentissage dans la nature anglaise, au milieu des arbres, qui est un endroit absolument fabuleux, qui a eu cette intelligence de réunir dans son enseignement des thématiques qui sont les thématiques de l'écologie, notamment l'écologie profonde, les thématiques des nouvelles formes d'économie et les thématiques de la spiritualité. Et donc Satish Kumar, qui est pour moi un grand sage, indien, qui toute sa vie a essayé d'amener ces sujets de reconnexion vivant, d'écologie intérieure, et pour moi une source d'inspiration incroyable. Et vraiment, je vous invite à aller voir le Schumacher College. Il y a en ce moment d'ailleurs une formation en ligne du Schumacher College, à aller voir les livres de Satish Kumar, parce que son histoire et son parcours est fantastique. Chaque parole, on les boit goulûment, tellement c'est inspirant, c'est plein d'espoir, et ça part de l'importance de se reconnecter au vivant, à l'extérieur, à l'intérieur, et c'est quelqu'un plein de lumière. Si vous avez la chance de le voir en conférence, il faut y aller. Voilà, donc je vous recommande d'aller vous inspirer auprès de Satish. Et pour complément d'inspiration, je crois savoir que tu écris un livre dans lequel nous aurons plaisir à découvrir donc les outils quotidiens que tu pratiques et que tu partages pour notre plus grand bien. Merci beaucoup Alice. Cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. J'avais simplement envie de partager mes découvertes et les sujets qui me font du bien, en espérant que ce soit également le cas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me dire ce que vous en avez pensé, si cela vous a été utile et à défaut pourquoi. Et je suis aussi tout oui si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets et solutions pour nous aider à faire du temps notre allié. Et si vous souhaitez me soutenir, la meilleure façon de le faire est de faire circuler cet épisode et de me mettre 5 étoiles dans votre application. Et pour être au courant des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast Le Bon Tempo. Ce dernier est publié tous les 15 jours environ.